Contrairement au Hezbollah, contrairement à d'autres groupes, l'État islamique ne va pas de soi. Donc quand on dit l'État islamique est responsable, comme nous le dit le président de la République, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière? Cette entité-là a-t-elle son libre arbitre, c'est-à-dire décide-t-elle d'elle-même de frapper ici ou là, d'attaquer ici ou là? Ou y a-t-il quelque chose de très trouble derrière? Tout cela, naturellement, je ne fais pas dans la boule de cristal, je n'ai pas de réponse à toutes ces questions-là, mais les questions que pose Daesh, l'État islamique, sont très lourdes et fort inquiétantes. Alors notre voyage dans le temps, chers téléspectateurs, va nous conduire aujourd'hui vers le XVIe siècle, une époque de bruit et de fureur qui est aussi celle de la Renaissance, et plus précisément vers la bataille de Pavie, livrée en février 1525, qui vit le malheureux François Ier vaincu et prisonnier, même si, selon la formule célèbre, il avait tout perdu, fort l'honneur. Et bataille qui fut immortalisée, il faut le rappeler, par Jean Giono dans la fameuse collection de Gallimard, Les 30 journées qui ont fait la France. Giono qui a évoqué avec le talent admirable qu'on lui connaît ce désastre de Pavie. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien François Ier, qui avait commencé en 1515 son règne en fanfare, en quelque sorte, avec la brillante victoire obtenue à Marignan, François Ier, au cours des années suivantes, va poursuivre ses aventures militaires dans la confrontation avec l'empereur Charles Ier d'Espagne, Charles Quint, maître du Saint-Empire, face à la puissance des Habsbourg. La France des Valois se pose comme une force d'opposition déterminée. C'est un affrontement qui va durer, on le sait, très longtemps. Et à travers cet affrontement, dans le cadre de cet affrontement, François Ier va poursuivre les aventures italiennes qui ont été initiées, on s'en souvient, par Charles VIII d'abord, par Louis XII ensuite, l'un évoquant les droits de la couronne française, les droits de la famille d'Anjou, notamment sur le royaume de Naples, l'autre faisant valoir l'héritage de Valentine Visconti, qui avait été mariée au début du XVe siècle à Louis d'Orléans, assassiné en 1407. Et ces deux souverains ont donc engagé la France dans une aventure transalpine qui va durer en fait jusqu'en 1559, pratiquement pendant 3/4 de siècle, jusqu'à la signature du traité de Cateau-Cambrésis, qui verra la France se détourner des Alpes pour orienter ses regards désormais vers le Rhin. Mais en attendant, François Ier est dans une logique d'intervention en Italie, de présence en Italie, et ce que, évidemment, Charles Quint ne l'entend pas de cette oreille. Le Milanais, notamment, constitue un enjeu majeur dans la lutte entre les deux souverains. Tout cela est compliqué en 1524 par la trahison, entre guillemets, du connétable de Bourbon, qui, furieux des manœuvres de la mère du roi, Louise de Savoie, et du roi lui-même, va passer dans le camp de l'ennemi, passer au service de l'empereur. Le
résultat, c'est qu'en cette année 1524, le royaume est à nouveau la proie de l'invasion. Les troupes de Bourbon s'avancent en Provence, qui va être ravagée. Les villes de Vence, de Brignoles, de Fréjus, de Draguignan vont subir donc les effets de cette campagne destructrice. Marseille va résister aux assauts de Bourbon et finalement celui-ci va lever le siège en septembre 1524 et se replier sur l'Italie. Et François Ier entend bien l'y poursuivre et entend bien remettre la main sur Milan, d'où les Français ont été chassés en cette même année 1524. Il y a quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord, c'est la mère de François Ier, Louise de Savoie, qui veille au grain, qui a joué un rôle tout à fait remarquable auprès de son fils, qui va en jouer un non moins important pendant sa captivité ensuite en Espagne. Alors elle prend la route pour aller l'empêcher, selon elle, de faire des bêtises, alors qu'il est à Aix-en-Provence et il rassemble une armée. Elle arrive à Avignon le 5 octobre 1524, mais qu'est-ce qu'elle apprend? C'est que la veille, eh bien, son fils a quitté Aix et fait marche avec un puissant corps expéditionnaire en direction de l'Italie. En fait, François Ier a suivi les conseils de Bonnivet, c'est pourtant celui qui avait perdu Milan l'année précédente, et il a fait le choix donc de marcher vers Briançon, vers le col du Mont-Genèvre, pour franchir les Alpes avec l'idée de reprendre Milan. Il part avec une artillerie puissante, l'artillerie de Gallio de Genouillac, qui franchit le col du Mont-Genèvre déjà enneigé à l'époque. Ensuite, c'est la marche sur Turin, avec 14 000 Suisses, 6 000 lansquenets, 10 000 hommes de pied, 1500 hommes d'armes, donc un corps expéditionnaire tout à fait puissant. Mais en face, il y a aussi du monde. Charles de Lannoy, vice-roi de Naples, qui est à la fois flamand et espagnol, puisque les Pays-Bas à l'époque font partie évidemment des possessions de Charles Quint, et c'est lui qui commande l'armée impériale. Il est à Milan, mais il va finalement se replier rapidement. On échange seulement quelques coups d'arquebuse vers la porte de Versailles, et il s'éloigne de la capitale lombarde pour se diriger vers Lodi sur le cours de l'Adda. Au lieu de le poursuivre, ce qui eût été logique, eh bien, François Ier prend la décision de marcher sur Pavie, sur la rive gauche du Tessin. Pavie, qui est une place fortement tenue par les troupes espagnoles. Le roi atteint la ville à la fin du mois d'octobre 1524, ville défendue par l'espagnol Antonio de Leiva, un chef de guerre brillant mais âgé, goûteux, qui se fait porter en litière sur les murailles. Mais à l'époque, la carrière militaire, on ne connaissait pas la retraite. L'artillerie de Gallio de Genouillac arrive sous les murs de Pavie, mais la poudre est en quantité insuffisante, et finalement, le 9 novembre, un assaut français lancé dans la foulée pour s'emparer de la ville est repoussé. Il faut donc assiéger Pavie, la ville que l'on surnomme la bien remparée. Le camp français s'installe avec le roi, avec Bonnivet qui commande les troupes. Une ville de toile improvisée se met en place. La ville est bien investie. Au sud, le Tessin baigne les hautes murailles de la cité. Au nord, le château de Pavie, conservé par les Espagnols, protège la ville. Montmorency, avec ses lansquenets, s'installe dans le faubourg Saint-Antoine, dans une grande île du Tessin. Sur les collines qui bordent le cours du ruisseau de la Vernacole, c'est Jacques II de Chabannes, marquis de La Palisse, qui s'installe avec ses troupes. Le duc d'Alençon, beau-frère du roi, campe à San Lanfranco. Et au nord de tout ce dispositif, le château de Mirabello, demeure ducale, est occupé à ce moment-là par François Ier. Donc on le voit, la ville semble très fortement investie. Mais le temps passe, on
va entreprendre d'hiverner dans le froid, dans le brouillard, dans la pluie, dans des conditions difficiles, avec seulement quelques escarmouches par-ci par-là. On reçoit des renforts, 8000 Suisses des Grisons viennent rejoindre l'armée royale, mais au début du mois de février, eh bien, les assiégés voient arriver eux aussi des renforts, 6 000 Italiens, 13 000 Allemands, 3 000 Espagnols, 8 000 lances et chevaux légers commandés par le connétable de Bourbon en personne, qui bivouaquent à peine 1 mille de distance des Français. Ceux-ci se trouvent en fait désormais pris entre la ville et puis ces troupes qui viennent d'arriver, les soldats de Bourbon, du marquis de Pescaire, de Charles de Lannoy, ce qui fait que François Ier, d'assiégeant, est devenu en fait assiégé. Alors il pourrait se replier vers Milan où des troupes françaises se trouvent à proximité, mais Bonnivet, toujours mauvais conseilleur, lui déconseille à la fois le repli vers Milan et l'attaque des forces adverses qui viennent de se rassembler. Et puis François Ier pas trop préoccupé de la situation parce qu'il est confiant dans ce qu'il pensait être la supériorité de ses troupes. En fait, quand l'un des chefs des Suisses des Grisons sera blessé, le fameux Jean de Médicis, célèbre mercenaire, eh bien ces troupes-là vont rapidement se disloquer, se débander et l'équilibre des forces que François Ier pensait favorable va se renverser. Pourtant, l'artillerie est installée à Torre del Gallo, un fortin qui domine le camp de Charles de Lannoy. A priori, le rapport des forces ne paraît pas spécialement défavorable au roi de France. Mais du côté des impériaux, Lannoy considère qu'il faut établir rapidement la liaison avec la garnison qui reste à Milan, qui défend Milan, et face à cette décision des impériaux, eh bien Bonnivet, lui, veut que l'on attaque immédiatement, alors que La Trémouille, l'un des autres grands chefs de guerre auprès de François Ier, est contre. Mais les impériaux sont décidés à agir, et dans la nuit du 21 février, eh bien, ils vont profiter du brouillard pour progresser vers le parc de Mirabello, attaquer la muraille à la faveur justement de la brume, ouvrir des brèches, et là le duc d'Alençon est rapidement débordé, dépassé, 3000 arquebusiers, 4000 lance-quenets, des troupes de gendarmerie sur les ailes vont occuper la position et couper ainsi aux Français la retraite éventuelle vers Milan, en même temps qu'ils vont tenter de tendre la main aux troupes qui défendent toujours le château de Pavie contre les Français. En fait, on voit bien que l'affrontement est maintenant inévitable, avec des forces à peu près équivalentes en effectif, désormais, à peu près 25 000 hommes dans chaque camp. La position française semble solide, les lance-quenets et les Suisses fidèles flanquent le corps de bataille du roi, qui est au centre de la ligne, avec sa cavalerie lourde cuirassée. La palisse est sur la gauche, le duc d'Alençon, chassé de Mirabello, est sur la droite. En plus, la supériorité en artillerie est française. François Ier a 14 canons, sa position paraît favorable. Et le duel d'artillerie qui commence est nettement à l'avantage des Français. Les impériaux subissent des coups dévastateurs. Mais François Ier, trop sûr de lui, va décider à ce moment-là de quitter une position qui était favorable, une position défensive favorable, dans laquelle il était en situation de durer, en portant des coups significatifs à l'adversaire, pour lancer sa cavalerie en avant. Toujours sur les conseils du calamiteux Bonnivet, qui lui conseille de livrer bataille à belles enseignes découvertes. La formule est belle, mais évidemment sur le terrain, les choses vont se passer autrement parce que les adversaires sont déployés dans des retranchements qui sont formés par les levées de terre qui séparent les canaux et les ruisseaux qui sont installés dans la plaine autour de
Pavie. Alors une fois que les troupes françaises en plus se sont avancées, l'artillerie française se trouve paralysée parce qu'elle risque de tirer évidemment sur les troupes amies, hein, alors que le gros du corps de bataille impérial attend lui le choc de pied ferme, avec des arquebusiers espagnols notamment qui sont redoutablement efficaces. La mêlée prend de l'ampleur, les Suisses de François Ier vont fléchir, harcelés par l'infanterie espagnole qu'entraîne le connétable de Bourbon. La garnison espagnole de Pavie en même temps est sortie pour participer à l'effort général. La Palisse se retrouve pris entre deux feux, si l'on veut, se retrouve coincé. La Palisse qui est un homme de guerre qui à l'époque a déjà 54 ans, hein, ce qui est tout de même notable. Et finalement, ses troupes sont bousculées. Il doit se rendre au capitaine espagnol Castaldo, et c'est là qu'un autre espagnol, Buterzo, va, au mépris de toutes les valeurs de la guerre chevaleresque, tuer Monsieur de la Palisse, qui disparaît ainsi à Pavie. Le roi est très vite lui-même entouré, encerclé. Le duc d'Alençon a pris la fuite. Une partie des Suisses s'est débandée. Plusieurs centaines de Suisses vont se noyer dans le Tessin même. Mais leur chef de Diesbach ne peut accepter une telle défaite et une fuite de ce genre. Il n'a pas pu rassembler tous ses hommes, toutes ses troupes. Eh bien, il va revenir dans la mêlée pour se faire tuer pour l'honneur. Quant au roi, il se défend comme un beau diable. Selon un chroniqueur de l'époque, il n'est pas mémoire de plus grande vaillance de prince, ni plus grande résistance. Alors, cela ne suffit pas. Bonnivet, qui est en partie à l'origine de toutes les erreurs, les décisions malheureuses qui ont été prises, ne veut pas survivre au désastre et se jette dans la mêlée en enlevant même son aume pour être sûr d'y mourir. Il est tué effectivement. Le cheval du roi est tué sous lui. La Trémouille, qui est un capitaine, un chef de guerre de 75 ans, lui, est tué également. Et finalement, cerné de toutes parts, le roi doit se rendre à Lannoy, donc le commandant, le chef des troupes impériales. Prisonnier, il va suivre celui-ci sur le champ de bataille, où il voit les cadavres de la plupart de ses lieutenants, Bonnivet, Bussy d'Amboise, Toulouse-Lautrec, La Trémouille, Longueville. Le bilan est très lourd, 5000 morts, 20 000 prisonniers, hein, c'est vraiment le désastre de Pavie dont a parlé Jean Giono, que j'évoquais tout à l'heure. François Ier est prisonnier, il est enfermé le lendemain dans la chambre haute de la tour de Pizzighettone, sous la garde de Don Fernandez de Alarcón, gouverneur de Calabre, hein, et c'est là qu'il va adresser, avec l'autorisation de son geôlier, la fameuse lettre à Louise de Savoie, sa mère. Que lui dit-il ? « Madame, pour vous avertir comment se porte le ressort de mon infortune, de toute chose ne m'est demeuré que l'honneur et la vie sauve. Et pour ce que mes nouvelles vous seront quelque peu de réconfort, j'ai prié qu'on me laissât vous écrire cette lettre, ce qu'on m'a aisément accordé, vous suppliant de vouloir prendre l'extrémité vous-même, en usant de votre accoutumée prudence, car j'ai l'espérance à la foi que Dieu ne m'abandonnera point, vous recommandant, vous, mes petits-enfants et les miens. Tout est perdu, fort l'honneur. » Alors la formule, évidemment, est célèbre, mais l'histoire continue. François Ier est transféré en Espagne. Là, prisonnier, il va être contraint de signer le traité de Madrid, qui vraiment signifie l'échec français de sa politique, avec notamment l'engagement de rendre à Charles Quint la Bourgogne ducale. La Bourgogne ducale qui était revenue à la France sous Louis XI après l'échec de Charles le Téméraire et qui faisait partie, selon l'empereur, de l'héritage bourguignon, au même titre que la Franche-Comté de Bourgogne qui, elle, était restée aux Habsbourg. Le traité sera signé, François Ier va devoir laisser
laisser ses fils en otage, qui seront détenus dans la citadelle de Pedraza de la Sierra, hein, mais oubliera très vite ses engagements, hein, et notamment concernant la Bourgogne, il fera valoir les lois fondamentales du royaume qui lui interdisent, avec l'appui des parlements d'ailleurs, d'aliéner une quelconque partie du domaine royal. La guerre continue évidemment avec Charles Quint, elle sera conclue pour un temps. La paix sera rétablie par la paix des dames négociée à Cambrai par Louise de Savoie, toujours elle, et puis Marguerite d'Autriche, qui avait été en quelque sorte la tutrice du jeune Charles Quint, jadis à Malines. Et puis ensuite la lutte reprendra, on le sait, au cours des années 1530. Elle se poursuivra même après la mort de François Ier, survenue en 1547. Son fils Henri II demeurera prisonnier en quelque sorte des mirages italiens. Des mirages italiens parce qu'on le voit bien, il s'agissait là de revendications territoriales qui s'inscrivaient dans une politique de type dynastique. Hein. C'est au nom de la famille d'Anjou qu'on avait des vues sur Naples et au nom de la famille des Valois-Orléans que l'on réclamait l'héritage milanais. Hein. Et cette logique d'intérêt dynastique, elle allait contre toute logique géopolitique, entre guillemets, nous dirions aujourd'hui, le terme n'existait pas évidemment à l'époque, hein. Et il faut attendre la paix de Cateau-Cambrésis en 1559 pour que finalement, eh bien, les Français renoncent à leurs espérances italiennes pour se tourner vers le Rhin. Et là, c'est une autre phase de l'histoire de France qui commence en termes de politique étrangère, hein. Elle sera poursuivi ensuite par Richelieu, par Louis XIV. Hein. Il s'agit de construire en quelque sorte l'hexagone actuel en direction des frontières naturelles et notamment du Rhin. Et de ce point de vue, Pavie et l'échec que représente cette bataille, ça a été dans une certaine mesure l'annonce de ce changement d'orientation qui survient donc quelques décennies plus tard. Merci Philippe. À tout de suite. Enfants de France, n'oubliez jamais les frères Ruelland. Eh bien, cette phrase était sur une affiche avec des photos de ces frères Ruelland et c'était publié dans toutes les écoles de France en 1938, soit 20 ans après la guerre de 14. Car la famille Ruelland a été la famille la plus touchée par la mort de ses fils. Sur 18 enfants, 10 fils, il va y avoir 6 morts à la guerre et 2 morts des suites de la guerre, gazées en particulier, suite des blessures. Alors, qui est cette famille extraordinairement patriote ? Eh bien, c'est une famille de Saint-Malo, de Paramé, très exactement. Le père, Jules Ruelland, est armateur. Il a épousé une aristocrate, Madeleine du Rivaux, qui est de la région de Mans et qui est la tante d'Élie de Saint-Marc, d'ailleurs, qui sera très marquée par l'histoire des frères Ruelland. Alors, c'est un couple charmant, très amoureux, 18 enfants, on le prouve, très catholique, extrêmement catholique, très royaliste, très action française. D'ailleurs, Maurras dira « Les Ruelland, une race de braves qui, avec tant de douleur, continue avec obstination à se battre, à faire le bien, à servir. » Et oui, c'est une famille qui fait le bien et qui n'est pas du tout repliée sur elle-même. Par exemple, ils ont beaucoup de bonnes œuvres. Le père fait partie des conférences Saint-Vincent de Paul, il participe au comité des écoles libres, il est conseiller municipal. La mère a créé un orphelinat. Ce sont des gens extrêmement bienveillants et qui élèvent très bien leurs 18 enfants.
Alors, les garçons vont être mis en pension quand même, comme ça se faisait dans les bonnes familles, et en pension au Mans, à Notre-Dame de Sainte-Croix, chez les Jésuites. Et c'est une très très bonne pension, puisque c'est une pension qui a formé Ferdinand de Lesseps, Antoine de Saint-Exupéry, et plus récemment Olivier de Kersauzon. Donc on voit que ce sont des gens, voilà, des gens bien. Et les garçons, les fils Ruellan, sont des fortes personnalités. Ils sont Action française, bien évidemment. Et en 1905, au moment de la séparation de l'Église et de l'État, eh bien, ils vont protester violemment. Alors André, un de ceux qui va être tué, frappe le cheval d'un gendarme pendant une manifestation. Il va se retrouver en prison. Il va même falloir que les gendarmes à cheval viennent le chercher parce qu'il ne se rend pas à la convocation. Le frère Xavier, pareil, se manifeste très, très, très fort. Alors, un des fils qui a un curieux prénom, il s'appelle Jean Berchmans. Et Berchmans, c'était un jésuite du XVIe siècle qui venait d'être canonisé. Donc, évidemment, la famille avait choisi ce prénom. Et Jean Berchmans, lui, va se manifester devant la Comédie Française en 1911, je crois, contre une pièce écrite par un certain Henri Bernstein qui fait l'apologie de la désertion. Et évidemment, pour une famille aussi patriote, ça ne passe pas. Léon Daudet en remet une couche sur le juif déserteur, la honte de la Comédie Française, etc., etc. Alors, la guerre commence. Il ne reste plus à l'époque que 13 enfants sur les 18 du départ. Et ils vont être tués d'une façon inexorable, mois après mois. Alors Bernard, le premier, 26 ans, pas bien vieux, est tué le 17 février 1915. Alors lui, il était revenu d'Algérie, il était éleveur en Algérie. Il revient et il se fait tuer au bout de 6 mois de guerre. Ce qui est curieux et dramatique, c'est que son petit frère Henri, va être tué jour pour jour, un an après, le 17 février 1916. Il est enseveli vivant à Verdun. Et c'est la mort la plus atroce qu'on puisse imaginer. Le jeune Henri, c'était le plus jeune en plus. Entre les deux, il y a André. André, il a 30 ans, c'était un garçon brillant. Il est tué lui aussi en 1915 d'une balle en plein front à Verdun lors de la première bataille de Verdun en 1915. Et lui, pour vous montrer comme il était patriote, il était éleveur en Uruguay, à Montevideo. Et il était revenu tout de suite. Et ça, voilà, comme Bernard était revenu d'Algérie, et comme un des derniers fils, qui est Stanislas, qui vivait aux États-Unis, il revient aussi. Ils reviennent du bout du monde pour se battre. Oui. Et ça va être, hélas, une hécatombe. Alors, Henri, donc 24 ans, tué à Verdun et enseveli vivant. Après ça, quelques mois plus tard, c'est Louis. Alors Louis, c'est le seul qui a fait souche. Il était marié, il avait 6 enfants et il écrivait très souvent à sa femme des lettres absolument admirables. Il était capitaine de l'infanterie, il savait très bien ce qu'il attendait et il va écrire une dernière lettre le 21 novembre 1916. Une lettre qui est quasiment un testament, et un testament pour la France, que malheureusement je ne peux pas vous lire là, c'est trop long, et il va être tué le lendemain matin. Lui aussi, il a fait coucher tout le monde, il reste debout et il se fait tuer. Donc ça, c'était lui. Après ça, en 1917, il n'y a pas de mort. Bon, il faut dire qu'il y en a déjà eu 4, c'est déjà pas terrible. Et puis ça sera Jean Berchmans, celui de la Comédie Française. Lui, il a 28 ans, il est lieutenant des chasseurs et il reçoit une balle en plein front parce que lui aussi est debout, il fait coucher ses hommes, il reste debout. Et c'était le 31 mai 1918, là on est en 1918. Le dernier est tué pendant la guerre et quelques semaines avant la fin de la guerre, eh bien c'est l'aîné, c'est Julius, il a 45 ans et il est prêtre. Et il a été aumônier aux armées, et puis il a trouvé qu'il ne pouvait pas rester juste aumônier ou brancardier, il veut être plus près des combats, et donc il demande à être
en première ligne. Et il va prendre la place d'un père de famille pendant une attaque et il va se faire tuer. Mais lui aussi le savait et lui aussi a laissé des lettres, mais poignantes. C'était un esprit très, très fin, très, très intelligent. Voilà, Julius Ruellan, le dernier à être tué pendant la guerre. Mais le massacre continue parce qu'il y a Xavier qui était un des plus brillants, un des plus pleins de vie. Il va malheureusement être gazé à Verdun. Et il va mettre quelques années pour mourir de cette blessure. Enfin, et il va mourir dans des souffrances épouvantables, parce que mourir gazé, c'est mourir étouffé, c'est des mois de souffrance. Lui aussi, toujours extrêmement catholique, extrêmement patriote, il ne regrette absolument rien. Et puis il y a Auguste. Alors Auguste, c'est un cas un peu à part. Auguste a toujours eu une santé extrêmement fragile. On ne sait pas trop ce qu'il a eu. Peut-être que c'était le genre sclérose en plaques ou quelque chose comme ça. Il était trop mal, enfin sa santé était trop mauvaise pour s'engager en 14, mais il va s'engager quand même, mais il sera en deuxième ligne. On a des photos de lui en uniforme, et lui va finir totalement paralysé, et il finit par mourir également. Alors il y a quand même 2 survivants, ben oui, 2 survivants. Charles, qui pourtant fait une belle guerre, il était capitaine du 247e d'infanterie. Il va survivre. Ce qui va lui sauver la vie, c'est qu'il va être envoyé en Grèce sur le front hellénique, et il s'en sort. Et il fera une carrière de député, évidemment très, très à droite. Et puis Stanislas, sous-lieutenant au 192e d'infanterie. Alors lui, il vivait à New York. Eh bien, il va revenir aussi, mais il va survivre à la guerre, ce qui est absolument extraordinaire. Alors, la maison des Ruellan à Saint-Malo, à Paramé, existe toujours. C'est devenu maintenant la bibliothèque municipale. Il y a quand même une plaque avec le nom des 6 qui sont morts pendant la guerre. Les 2 après, ça compte pas, je ne sais pas pourquoi, parce que vraiment c'est terrible. La seule chose qu'on peut dire, c'est que les parents étaient morts avant. Madeleine est morte à 58 ans, donc elle n'a pas vu la mort de ses fils. Quant aux 3 filles survivantes, elles étaient toutes infirmières, et elles ont aussi beaucoup donné de leur personne. Et cette famille a énormément marqué Élie de Noix de Saint-Marc. Donc c'était sa tante, Madeleine, et il a été élevé dans le culte de ses frères qui ont tout sacrifié pour la France, pour Dieu et pour le roi. Alors un grand coup de chapeau à cette famille Ruellan. Alors nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Bernard Lugan, historien africaniste bien connu de nos téléspectateurs, à l'occasion de la publication de son dernier ouvrage, une monumentale histoire de l'Afrique du Nord, qui pèse 700 pages, qui est renforcée, je crois, par 80 cartes couleurs, enfin un travail exhaustif, tout à fait considérable, tout à fait impressionnant, qui renvoie d'ailleurs aux ouvrages déjà publiés par Bernard Lugan. Je pense à son histoire de l'Afrique du Sud, à son histoire générale de l'Afrique. Alors cette Afrique du Nord, c'est à la fois le Maghreb, auquel il faut ajouter la Libye et l'Égypte, parce que nous avons eu dans le passé de grandes synthèses sur l'Afrique du Nord en France, mais elles se limitaient au Maghreb. Je pense notamment aux 3 volumes de Charles-André Julien qui sont bien datés maintenant, et au cours des dernières décennies, nous n'avions pas eu de grands ouvrages de synthèse sur la question. Donc ce travail vient combler un vide, et de plus tient compte évidemment des dernières avancées historiographiques dans des domaines qui jadis étaient tout à fait méconnus ou négligés. Je pense par exemple à la paléoclimatologie, dont l'importance a été considérable
considérable dans l'évolution de cette région du monde. Je pense également aux étapes de l'arabisation de cette Afrique du Nord qui n'était pas encore bien connue jusqu'à une époque relativement récente, quels qu'aient été les travaux réalisés par les savants français à l'époque où l'Afrique du Nord était française. Alors, Bernard Lugan, commençons par le commencement. Comme je l'ai dit, la paléoclimatologie, c'est un domaine tout à fait essentiel pour comprendre l'évolution de la région concernée, notamment pour comprendre les conditions dans lesquelles va apparaître l'ancienne civilisation égyptienne. Oui, mais c'est un de mes domaines de recherche essentiels. La paléohistoire climatique de l'Afrique est un domaine que j'explore depuis 30 ans. C'est fondamental, parce que le propre du climat, c'est de changer, et lorsque l'on étudie l'histoire de l'Afrique, on voit bien que le climat a changé. Or, c'est à la faveur des oscillations climatiques, période de sécheresse, période d'humidité, froid égale sécheresse en Afrique et chaleur égale pluie. Donc s'il y a un réchauffement climatique, ce sera tout à fait bénéfique pour l'Afrique parce qu'il y aura plus de pluie. Donc là, on voit bien les bêtises qui sont racontées par un certain nombre de médias officiels. Donc c'est à l'occasion de ces oscillations climatiques que va se faire la mise en place des populations. Alors, je ne vais pas rentrer sur cette longue histoire car mon livre débute il y a 60 000 ans, mais je vais parler de la période relativement récente qui est la période de 8000, 5000. Qui est la période qui va voir deux phénomènes considérables se mettre en place. Un, la poussée berbère vers le centre du Sahara et le reflux des populations pastorales noires, probablement ancêtres des Peuls, vers la région sahélienne. Donc le Sahara devient un monde blanc avec les berbères touaregs. Et au même moment, la poussée vers l'ouest des berbères pasteurs de l'actuelle Libye qui vont pousser par la péjoration climatique aller prendre le contrôle ou s'installer ou pénétrer le long de la vallée du Nil. Nous sommes dans une période fort intéressante qui va voir une sédentarisation le long de la vallée du Nil avec abandon de l'élevage transhumant, avec passage à l'agriculture, avec création des premiers villages, création des premières confédérations et création des villages, densification de la population, pratique des travaux collectifs, donc naissance de l'État. Donc, cette évolution climatique qui est directement à l'origine de la civilisation pharaonique. C'est fondamental. Donc, ça, c'est le point de départ de mon livre. Alors, sur cette question de l'Égypte, il y a aussi un domaine qui a été exploré récemment, c'est tout ce qui concerne l'analyse génétique pour savoir quelle était l'origine donc des Égyptiens créateurs de la civilisation pharaonique. Ça permet de répondre notamment à toutes les fariboles concernant les origines africaines noires de la civilisation égyptienne. Alors, si vous voulez, il y a 15 ans, j'ai publié une histoire de l'Égypte. Et j'ai eu une intuition à cette époque en disant la naissance de l'Égypte au nord de la première cataracte est berbère. Comment avais-je eu cette intuition? C'est en faisant des fouilles archéologiques et travaux archéologiques dans le désert libyen et dans toute la partie qui va de la frontière algérienne jusqu'à la vallée du Nil. J'ai vu que l'art rupestre des populations de chasseurs du Sahara représentaient exactement les mêmes familiarités que ce que l'on trouve dans les représentations rupestres égyptiennes d'avant l'Égypte. Et j'ai pensé qu'il y avait là un seul ensemble de populations. Donc j'ai eu cette intuition et qui a été confirmée par la génétique. Car la génétique a démontré une dizaine d'années plus tard que le fond ancien de la population égyptienne au nord de la première cataracte est berbère. Ce qui est tout à fait normal, parce que tout le monde nord-africain, c'est-à-dire de l'Égypte jusqu'au Maroc et au-delà, jusqu'aux îles Canaries, a un substrat de population qui est berbère. Les primo-habitants, les indigènes, ce sont les berbères, dont les populations vont être maniées, remaniées, influencées, pénétrées, interpénétrées par les diverses invasions. Mais le fond ancien est berbère. Alors ceci est fondamental parce que c'est une intuition que j'ai eue en comparant les peintures, les représentations rupestres sahariennes et égyptiennes.
Et alors ce monde berbère, il va être ensuite pour une part hellénisé du côté de la Cyrénaïque, et puis il va être romanisé aussi. Oui, alors ce monde dans berbère, le Maghreb. Alors ce qui est fort intéressant dans l'histoire de l'Afrique du Nord, c'est que la coupure géographique n'est pas tant le Mashrek et le Maghreb, c'est le golfe des Sirtes. C'est le golfe de Sirte. Le golfe des Sirtes, pourquoi? Parce que le golfe des Sirtes fait une rupture désertique entre les cités de Cyrénaïque et les cités de Tripolitaine. Et disons, de Misrata à Benghazi, il y a un désert. Et ce désert se prolonge vers le sud par une ligne d'oasis et va être à la fois un désert séparant le Maghreb du Mashrek, mais en même temps la pénétrante vers le lac Tchad. C'est fort intéressant. Alors donc, toute l'arrêt cyrénaïque, elle, va être grecque. Alors, c'est une merveilleuse histoire. La merveilleuse histoire de la Cyrénaïque grecque, parce que les Grecs s'installent en Cyrénaïque. La Cyrénaïque, c'est la Corse. La partie nord de la Cyrénaïque, c'est la Corse. 800 mètres d'altitude, des montagnes, il pleut. Apollon avait trouvé... assez verte, oui. Apollon, la Djebel Hagdar, la montagne verte, Apollon avait trouvé le ciel pour que la pluie puisse descendre. Les Grecs s'installent dans cette région qui est excessivement fertile et qui va être un phare de la civilisation jusqu'à l'arabisation. La Cyrénaïque va être le phare, un des phares de la civilisation méditerranéenne. Et alors à l'ouest, c'est Carthage. Et la séparation entre Carthage et la Grèce se fait dans le golfe des Sirtes. La géographie. Alors, une histoire très intéressante. Carthage et les cités grecques ne veulent pas entrer en guerre, et pour éviter un conflit, s'en remettent à des coureurs, à des champions. Et des champions partent du côté grec de Benghazi, et du côté de Benghazi, de ce qui va devenir Benghazi, et du côté carthaginois de la région de Tripoli. Et ces coureurs se rejoignent à un endroit qui va être la frontière. Les Carthaginois ont mieux couru que les Grecs, donc la frontière est déplacée vers l'est, et c'est exactement au fond du golfe des Sirtes. Et quand Mussolini aura pris le contrôle de la région, il va installer l'hôtel, un arc de triomphe. Alors, hôtel des frères Philène, pourquoi? Parce que les Grecs sont accusés d'avoir été achetés par les Carthaginois pour ne pas courir, et ils s'immolent pour montrer leur bonne foi. Oui. C'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire. Et la rupture géographique est exactement la rupture culturelle. Toute la partie située à l'est regarde vers le Nil, et toute la partie située à l'ouest regarde vers Carthage et vers la Méditerranée occidentale. Ce qui, d'ailleurs, doit nous amener à réfléchir sur ces permanences de longue durée et sur ce qu'elles pourraient représenter aujourd'hui dans le contexte de la mise en pièces de la Libye. Elles représentent exactement une réalité transformée par l'islam, mais sur un substrat géographique avec une Cyrénaïque, une Tripolitaine et une pénétrante fézanaise qui descend vers le lac Tchad. Et quand vous avez dit cela, vous avez résumé la situation de la Libye. Et les incapables, et les inconséquents, et les fous furieux qui ont poussé à la guerre contre le colonel Kadhafi n'avaient aucune notion de cette réalité. Au nom des droits de l'homme et au nom de la croisade démocratique... Il ignorait manifestement la géographie. Voilà. Ils ont foulé aux pieds une géographie et une histoire millénaire. Alors, cette Afrique du Nord, elle va connaître l'empreinte phénicienne, punique, à Carthage. Quelle a été l'importance de cette empreinte sur ce socle berbère? J'allais dire pas grand-chose. Pas grand-chose. Carthage va être à la fois carthaginoise et berbère. L'influence va se faire avec les berbères les plus orientaux, ceux qui vivent dans la partie de l'actuelle Tunisie, des comptoirs littoraux, mais on ne peut pas dire qu'il y ait une phénicisation profonde, sauf chez les élites carthaginoises qui vont être berbérisées. Non, le gros changement va arriver avec Rome. Avec Rome, nous allons vraiment voir une latinisation, sur laquelle nous allons revenir d'ailleurs, qui va être profonde dans certaines régions, pas partout. L'idée que nous avions à l'époque coloniale de dire que l'Afrique du Nord, dans cette optique-là, c'est le Maghreb, parce que pour les Français, l'Afrique du Nord, c'est le Maghreb, et que l'Afrique du Nord était à la fois romaine et chrétienne, est fausse. L'étude régionale doit nous permettre de dire qu'il y a de grandes différences. Certes, il y avait 600 évêchés d'Alexandrie jusqu'à Tanger, mais dans l'actuel Maroc, il n'y avait que 2 évêchés. Disons qu'à l'ouest d'Oran, il n'y a plus de romanité, sauf
des points d'appui, sauf des villes. Volubilis, qui n'est pas une ville romaine, c'est une ville berbère, qui a été embellie par les Romains. C'est Tanger qui est la ville romaine, Tanger, qui défend Tanger, Salé. Donc il y a quelques positions romaines. À l'ouest d'Oran, la romanité et la christianité et le christianisme sont bien moins importants. Et ceci est fondamental. Les études régionales permettent de limiter un peu les idées globalisantes que l'on avait dans une historiographie ancienne à l'époque. Par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur les contacts entre les zones romaines de l'actuelle Algérie et les zones romaines de l'actuel Maroc. C'est un vide total. Il n'y a rien. Toutes les prospections qui ont été faites, tous les relevés aériens, il n'y a rien. Il va falloir attendre à l'extrême est, quasiment au-delà de Nemours, Sirorum, pour avoir un premier poste romain. Disons qu'au-delà d'Oran, nous sommes dans le monde berbère qui ne bouge pas, sauf quelques points d'appui sur le littoral. C'est très intéressant, c'est fondamental. Ce qui va expliquer d'ailleurs toute l'histoire de l'islamisation. Parce que les zones qui sont christianisées, les zones berbères qui sont christianisées, vont résister à l'islam avant de se convertir. Toute la partie ouest, c'est-à-dire l'actuel Maroc, qui n'a pas été romanisée, qui n'a pas été christianisée, va se convertir immédiatement à l'islam. C'est tout à fait intéressant, mais en conservant la berbérité. Parce que les berbères du Maroc vont, en se convertissant à l'islam, entrer directement dans l'ensemble des conquérants qui pourraient maintenir leur civilisation, leur culture, leur mode de vie. Ce qui va être vrai d'ailleurs. Il faudra attendre le XIIe, XIIIe siècle pour voir une arabisation. Et puis l'islam nord-africain aussi, il va correspondre également à la branche raridjite de l'islam. Surtout, c'est par le Maroc que ça passe. Alors ce qui se passe, c'est très simple. Donc les berbères marocains se convertissent tout de suite. Et ils vont conquérir l'Espagne. C'est eux qui vont donner la force de frappe. Il y aura quelques chefs arabes. Et au bout d'un certain temps, ils vont comprendre qu'ils sont en fait colonisés par une toute petite aristocratie arabe. Aristocratie arabe qui est dans l'idée suivante, la communauté, la Houma, doit être gouvernée par les descendants, la famille du prophète. Or, ces berbères disent, mais attention, ça veut dire que donc nous, berbères, qui nous sommes convertis immédiatement et qui avons donné la force de frappe à l'islam, nous sommes décolonisés, puisque pour l'éternité, nous allons être dominés par des descendants. Donc, les berbères, pour échapper à l'arabisation, vont adopter l'hérésie égalitaire kharidjite, qui dit que la Houma doit être dirigée non pas par les descendants du prophète, mais par le meilleur des musulmans. Donc, ils vont utiliser le kharidjisme pour chasser les Arabes. Ils vont conquérir toute l'Afrique du Nord et ils vont créer sur toute l'Afrique du Nord des dynasties berbères islamisées. Ils ne vont jamais remettre en cause l'islam. Et ce qui est frappant, et on voit que là, la religion va servir à la défense ethnique, à partir du moment où ils auront chassé les Arabes, à partir du moment où ils auront coupé avec l'Orient, ils vont abandonner le kharidjisme et ils vont revenir à la Sunna. Donc on voit bien que chez les Berbères, l'aspect ethnique est l'aspect qui domine, la religion n'est utilisée que comme un moyen de défense de la réalité ethnique. Et si on n'a pas compris cela, on n'a rien compris à l'histoire du Moyen-Âge nord-africain. Mais alors cette réalité ethnique, elle va être bouleversée aussi autour du XIe siècle, avec les migrations hilaliennes arabes. Oui. Alors il se passe un phénomène extraordinaire qui est que le califat fatimide est d'origine berbère. Le califat fatimide du Caire naît de la tribu de Petite Kabylie, les Koutama, que nous connaissions chez les Romains, ou Koutoumani. Les Okoutamani, qui étaient ceux qui fournissaient la cavalerie berbère des troupes romaines. Donc, nous connaissons les Koutama. Et alors les Koutama vont se mettre au service d'un Mahdi chiite, et c'est eux qui vont conquérir l'Orient. Donc le califat fatimide d'Égypte est un califat avec des troupes berbères de Kabylie. Et au bout d'un certain temps, les berbères du Maghreb actuel se détachent un peu de l'autorité fatimide, et au même moment arrive en Égypte une migration d'Arabes sortis du désert. Tous les 5 ou 6 siècles sortent des tribus arabes qui jusque-là allaient vers la Palestine, vers l'Irak, vers l'actuelle Syrie. Et là, elles déferlent, ces invasions arabes, sur l'Égypte. Et le calife fatimide va
C'est dire, voilà, comment faire pour nous débarrasser de ces envahisseurs? Mais nous allons faire d'une pierre deux coups. Nous allons leur donner des titres de propriété à l'ouest, et ils vont aller châtier nos sujets berbères révoltés. On appelle, à l'époque, nous allons leur envoyer le fléau bédouin. Et les Bédouins vont partir vers l'ouest, les premiers vont s'installer en Cyrénaïque, d'où la réputation des tribus nobles en Libye, qui sont les tribus de Cyrénaïque. La deuxième vague va s'installer en Tripolitaine, donc nous avons là les deux alliances actuelles tribales de Libye, et la troisième vague, par le sud de la Tripolitaine, va passer en Tunisie actuelle, et là, les Berbères qui sont au pouvoir au Maroc. Les Berbères vont, ce sont les Almohades, ces Berbères almohades originaires du Haut-Atlas, vont se porter au-devant d'eux pour les repousser. Ils les écrasent complètement, font des pyramides de têtes avec leurs cadavres, et au lieu de les renvoyer en Orient, ils les font rentrer dans leur djitch, dans l'armée almohade. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent les utiliser contre la Reconquista chrétienne. Et ils les font passer à l'ouest de la Moulouya, donc dans l'actuel Maroc. Ils les installent déjà dans le Ouarsenis. Ils les font passer dans l'actuel Moulouya. Et le sultan meurt, ne peut pas lancer son opération en Espagne, et se retrouve avec des tribus arabes qui sont sédentarisées. Donc ce sont des Berbères qui vont faire entrer des Arabes dans le Maghreb à l'Aqsa, c'est-à-dire dans la partie occidentale du Maghreb, et à partir de ce moment-là, tout le jeu politique de l'Afrique du Nord maghrébine va être bouleversé, et en Libye également, parce que ces tribus ont une force combattante et vont donner leur poids de sabre et de guerre à l'un ou l'autre des prétendants. Donc les prétendants berbères vont s'attacher les services de ces tribus, en échange de leurs services, leur donner des terres, et c'est ainsi que toute la région des Doukala, par exemple, toute la partie ouest du Maroc, toute la partie littorale du Maroc, la partie de Casablanca, etc., est aujourd'hui peuplée par des tribus arabes. Les tribus berbères ont été éliminées ou ont fusionné avec ces tribus arabes, et l'on voit, à partir de ce moment-là, l'arabisation physique d'une partie de l'Afrique du Nord, et l'on voit les Berbères qui vont se retrouver dans des isolats. Car... Y a-t-il une différence physique, justement, entre les Berbères et l'Arabe? Est-ce que le Berbère est plus grand, plus clair de peau? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a pas un type berbère, il y a des types berbères. Aujourd'hui, il est très difficile de redire, en dehors de la langue, ce qui peut les différencier. Par exemple, quand vous êtes dans l'anti-Atlas marocain, vous avez des Berbères qui ont une peau basanés, parce qu'ils se sont mélangés avec les Noirs, le commerce. Quand vous êtes dans le Rif, vous avez des Berbères bleus, blonds, aux yeux bleus, roux, etc. De même en Kabylie. Quant aux Touaregs, eh bien, ils ont une carnation qui parfois peut être foncée. Donc aujourd'hui, la berbérité, c'est une langue. C'est d'abord une langue. Mais à l'origine, c'était un peuple. Et aujourd'hui, ce peuple a été très largement interpénétré, non seulement par les Arabes, mais par tous les envahisseurs qui sont passés. Il y a eu les Vandales, il y a eu les Romains, il y a eu tous les envahisseurs qui sont passés par l'Afrique du Nord. Donc le phénomène berbère est un phénomène identitaire qui aujourd'hui se caractérise par un phénomène linguistique, mais qui était avec un substrat ethnique jusqu'à il y a encore quelques temps, et qui existe encore dans certaines zones où les Berbères, quand vous allez dans le Rif par exemple, où parfois vous avez des types physiques qui sont irlandais. Extraordinaire, ça. Oui, un jour j'étais sur Air Maroc et une hôtesse est arrivée, je lui ai dit vous êtes de telle tribu du Rif, elle me dit pourquoi vous le savez? Ben, j'ai dit parce que vous pourriez être hôtesse de l'air sur Air Lingus, vous avez une tête irlandaise, vous avez des taches de rousseur et les yeux verts. Extraordinaire. Et les Égyptiens du temps des pharaons, c'est aussi un type humain très particulier. Alors là, nous sommes très bien renseignés là-dessus. C'est un domaine que j'ai beaucoup étudié. Contrairement à ce que disait Cheikh Anta Diop, l'Égypte ancienne n'était pas noire. Alors, les Égyptiens anciens n'étaient pas des Suédois non plus. Bon, c'était des Nord-Africains. Relevant de l'Afrique blanche. Relevant de l'Afrique blanche. Oui. Alors, et ça, on le sait très bien parce que nous avons des milliers de momies. Et puis, nous avons surtout les représentations. Dans mon livre, qui est, je donne des illustrations de la tombe du pharaon Séti Ier. Et les peintures de la tombe du pharaon Séti Ier sont extraordinaires parce que les Égyptiens représentent tous les peuples qui les environnent. Ils se représentent et ils montrent
montre les Phéniciens, il montre les Berbères blancs, avec une tresse qui descend le long de la tempe droite, avec des plumes dans les cheveux, vraiment des blancs. Il montre les Phéniciens, typiques Phéniciens. Il montre toutes ces populations et les Noirs. Et il montre toutes les différences des Noirs. Il montre les Noirs nubiens qui ne sont pas noirs, qui sont presque rouges, et il montre les Noirs au-delà de la 4e cataracte ou 5e cataracte, qui sont de purs Noirs. C'est extraordinaire. Ces peintures, je ne comprends pas comment on peut encore soutenir c'est une vision totalement idéologique. Par contre, parfois les yeux sont presque un peu asiatiques sur certaines peintures. Non, c'est un style artistique. C'est un style artistique. Par exemple, à l'époque comment dirais-je, certaines époques pharaoniques, on va représenter les hommes avec du ventre, tout à fait, des conventions différentes. Des conventions artistiques différentes. Mais quand ils représentent les populations qui les entourent, parce qu'ils montrent les populations qui viennent porter hommage, ou qui viennent porter des offrandes à Pharaon. Donc là, c'est très précis. Très précis. Et vous les avez également. C'est très intéressant. Moi, j'ai un peu travaillé dans les tombes des dignitaires, parce que dans les tombes des pharaons sont très codifiées. Mais dans les tombes des dignitaires, notamment, je travaillais sur la tombe d'un dignitaire qui avait fait plusieurs voyages dans le pays de Punt, etc. Et sur cette tombe, on montre les contacts avec les populations. Et là c'est très clair, c'est du réalisme. C'est de la représentation totalement réaliste qui pour l'ethno-historien que je suis, est passionnante. Moi, je suis d'abord un ethno-historien. Vous partez du réel. Oui, moi je parle de deux choses. Je parle de la terre et les hommes. Comme disent les anglo-saxons, the land and the people, la terre et les hommes. Et ensuite, le reste ne m'intéresse pas. Le reste est plus... Le reste, on est bien le sang et le sol. Voilà, le sang et le sol. Le sol et le sang. Et quelle place aussi dans cette Afrique du Nord pour l'expansion ottomane? Alors, l'expansion ottomane va se faire... XVIe siècle. Pourquoi ? Les Ottomans vont essayer de prendre en tenaille la chrétienté, alors au nord par les Balkans, la mer Noire, etc. Et la deuxième passe de la tenaille, c'est par l'Afrique du Nord. Donc ils vont prendre l'Égypte et ensuite ils vont arriver en Libye, l'actuelle Libye. Et ils vont pousser jusque sur la Moulouya. Et là, ils vont buter sur qui ? Sur le Maroc. Et paradoxe, et là, c'est là où on voit la grande constante historique, et c'est là où on voit ce qu'est la vraie géopolitique de cette région. Les chrétiens qui viennent d'achever la Reconquista, qui sont en phase d'achèvement de la Reconquista, qui vont expulser un certain nombre de Morisques au début du XVIIe siècle, s'allient avec les sultans marocains contre les Turcs. Mais une alliance qui va aller très loin, parce que les Espagnols sont présents à Oran, avec le comte d'Alcaudet qui tient la ville d'Oran, et quand les forces turques vont approcher sur la Moulouya et vont mettre en difficulté l'armée marocaine, les forces espagnoles vont sortir d'Oran pour prendre à revers par Tlemcen les forces turques. Une alliance qui va durer pendant toute la période, ce qui fait que les Turcs ne vont jamais pouvoir passer la frontière. Ils ne vont jamais pouvoir contrôler le Maroc. Et c'est tout à fait intéressant, c'est un phénomène qui mérite d'être étudié, et que j'étudie énormément dans mon livre. Mais c'est une domination, une hégémonie quand même très superficielle, l'hégémonie ottomane. Oui et non. Elle est superficielle. C'est en Algérie où elle est le moins superficielle. Parce que très rapidement, en Libye, il va y avoir les Koulouglis, c'est-à-dire les métis de Turcs et d'indigènes, qui vont prendre une certaine autonomie jusque dans les années 1850. En Tunisie, un début de monarchie nationale, mais pas en Algérie. Parce qu'en Algérie, comme nous sommes sur une marche frontière menacée par le Maroc, les Turcs qui sont en Algérie vont certes prendre une autonomie par rapport au sultan turc, mais toujours se revendiquer leur ottomanisme. Merci Bernard Lugan pour tous ces éclairages concernant l'histoire de l'Afrique du Nord. Je rappelle donc que votre ouvrage est publié aux éditions du Rocher. Et puis il y a toute la partie contemporaine. Et il y a toute la partie contemporaine dedans aussi, bien sûr. Ouais. Et puis nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.